Y damos la bienvenida nuevamente a la segunda parte del taller, a la segunda sesión del taller. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación, pero más enfocada a un seguimiento de habilidades del enfoque STEM, qué habilidades se desarrollan, cómo medirlas en un aula, y nos vamos a apoyar igual de una presentación y de un video para hacer una reflexión. Nos va a acompañar nuestro compañero Jorge Montaño, va a conducir esta parte, y su servidor Jair Rivera estará aquí revisando sus mensajes por si tienen alguna duda o si tienen algún comentario con toda confianza. Y dejé nuevamente la liga de registro para que, si no han tenido la oportunidad de registrarse, para que la tomen como asistencia, se las dejé nuevamente. Muchísimas gracias y comenzamos. Gracias, Jair. Déjame compartir pantalla. Sí, ya se ve la presentación. Ya, Jorge. Muy bien. Pues en esta segunda parte, segunda y última parte, pues vamos a ver algo importante también, que es los métodos y herramientas para evaluar la enseñanza, aquí como ven, STEM o STEAM a distancia, ¿no? Que es importante también considerar. La evaluación siempre es un proceso importante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Qué queremos lograr en esta parte de la charla? Pues que identifiquemos las características de la evaluación en la práctica educativa, sobre todo a distancia, ¿no? Reflexionar lo vital que implica reconocer las características de la evaluación y distinguir la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que usted lo sabe perfectamente. Analizar la importancia de usar, en este caso la centramos en la evaluación formativa, para apoyar los objetivos de aprendizaje a través de la indagación y de los proyectos STEM, pues STEAM, ¿no? Y por último, identificar las herramientas de apoyo para la evaluación formativa. Bueno, pues usted sabe que la evaluación siempre ha estado presente en los procesos educativos. En el caso de México, no a veces para bien, ¿no? Sino todo lo contrario, pero los tipos de la evaluación o las tipologías de la evaluación, pues responden a diferentes fines en el proceso, en el aula. La evaluación formativa, por ejemplo, es una evaluación para contribuir al aprendizaje del estudiantado. Y aquí está centrado o señalado el para, porque en cambio la evaluación sumativa es una evaluación del aprendizaje que alcanzaron nuestros estudiantes. Es una sola palabra la que cambia, pero tiene una connotación importante, usted lo sabe, ¿no? La evaluación formativa ayuda a realmente identificar si nuestros estudiantes aprenden o no. Y la sumativa, pues es el número, es la nota o es la letra que nosotros asignamos en una cartilla o en un documento en el que indica que un estudiante alcanzó un puntaje determinado, ¿no? Si fue suficiente, insuficiente, fue un 10 o un 8, o en el caso de que se usen letras, suficiente, muy bien o bien, ¿no? Entonces, esas es las diferencias, y a veces le damos más peso a uno que a otro, ¿no? Pero también tenemos evaluaciones de selección y certificación, es decir, son evaluaciones que permiten expedir un documento para que un estudiante o un estudiante acceda a un nivel superior, ¿no? Es también otro tipo de evaluaciones. Hay evaluación de escuelas, ¿no? Y estas, al menos en México, se usan para valorar qué tan eficaz es una escuela de acuerdo con el rendimiento de sus estudiantes. Y este ha sido un problema, ya creo que ya no se hace, pero las escuelas, dependiendo del rendimiento de la plantilla escolar, pues la Secretaría o el Ministerio de Educación daba premios en efectivo o en especie a esas escuelas. Si una escuela sacaba un buen puntaje sobre otra, pues le daban ya sea material para la escuela o dinero para lo que fuera.
Entonces, ¿qué hacía en la escuela? Pues entraba todos sus esfuerzos, todo le apostaba a este tipo de evaluación. Entonces, todo lo que hacía, todos sus esfuerzos en la escuela era para que los estudiantes hicieran un buen examen y la escuela saliera bien evaluada por el premio que había detrás de ello. Entonces también la evaluación se vuelve un asunto complicado en las escuelas, ¿no? Las evaluaciones nacionales en México, pues, no sé, en México se usan muchas evaluaciones a nivel nacional para revisar el propio desempeño del sistema educativo y revisar su calidad. E incluso podríamos poner otra que usted sabe que son las evaluaciones internacionales, famoso examen de PISA, ¿no? O TALIS, creo que ya no se aplica, pero hay otros, ¿no? Pero el de PISA es el más importante de la OCDE, que rankea a los países, ¿no? Y se sabe que Finlandia, Singapur están hasta la punta, y pues nuestros países lamentablemente están hasta abajo, bueno, o ahí en la parte baja de la tabla. Y a veces los esfuerzos educativos de de nuestros sistemas nacionales, pues lo que hacen es apuntar sus esfuerzos a que los estudiantes de la educación básica, pues, nos ranqueen más arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que le aplican, a veces le apuestan los sistemas educativos nacionales. Entonces, dependiendo de lo que yo como profesor o como sistema educativo sea mi prioridad, será el tipo de evaluación a la que yo le dé prioridad. Entonces, a lo mejor a mí me interesa no reprobar a los estudiantes, pues entonces la evaluación sumativa es la más importante. Que quiero lograr un mayor matriculado de estudiantes que salgan de la escuela, entonces la evaluación de selección y certificación pues va a ser lo más importante. Pero la evaluación en términos STEM, en términos de lograr el aprendizaje, pues es la evaluación formativa, por eso es a la que le damos más énfasis en esta parte de la plática, ¿no? Usted sabe que la evaluación es un proceso en el que yo obtengo evidencias, ¿no? Y obtengo información, y con esa información elaboro juicios y retroalimento a mis estudiantes sobre cómo van avanzando en su trayecto formativo. Por lo tanto, pues, es una parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Esto es lo que dice nuestros documentos normativos oficiales sobre la evaluación. Y también dice que la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes, identificar sus áreas de oportunidad, y pues es un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. Y esto ahí nos involucra como docentes, ¿no? Porque también ahí, ¿qué es lo que queremos en nuestro salón de clase? Que aprendan o que acredite, o que aprendan y acrediten. Entonces también habla un poco sobre lo que para mí es importante en el aula, y como consecuencia mi actuación va apuntando hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que poner atención a la hora de tratar de evaluar a mis estudiantes? Pues uno, debo tener claridad sobre el objetivo de aprendizaje o sobre mi unidad curricular que me marca el programa de estudios. Usted ya vio hace un rato que la unidad mínima curricular son los aprendizajes esperados. Entonces, debo ser claro qué es lo que debe aprender un estudiante a lo largo de ese ciclo escolar. Que aprenda que los nutrimentos son importantes, o que aprenda que la dieta, etcétera. Eso es lo que yo tengo que, que ser claro, tenerlo claro. Y si yo ya tengo esto con claridad, entonces voy a obtener información. ¿Y cómo voy a obtener información? Pues voy a usar algunas técnicas y algunas herramientas para obtener información durante mi clase. Y estas herramientas o estos elementos pues pueden ser informales, pueden ser semiformales, pueden ser formales, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Cuando ya tengo claro el objetivo, cuando ya tengo la información, entonces puedo emitir un juicio. ¿Por qué? Porque ya tengo evidencias sobre el desempeño de mis estudiantes.
Y entonces ya pues tengo un criterio para poder evaluar y poder decir, este chico sí ha logrado lo que necesita o tiene un insuficiente logro o de plan no ha alcanzado. Entonces, esta información la uso para algo importante que usted va a escuchar reiteradamente en esa parte, es la retroalimentación. Es decir, esta información no solamente me sirve a mí como docente, sino tiene que servirle al estudiante, pues para que mejore su desempeño antes de que le otorgue una calificación, ¿no? Entonces, es algo importante que en este contrato docente-estudiante, pues debe estar bien clarito, ¿no? Y yo docente, no solamente decir, este chico sí la hace, este no, este medianamente, o este ya lo perdimos, sino que con esa información yo hable con el estudiante y le diga, por aquí vas bien, eso te falta mejorar, hay que hacer esto, hay que modificar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación formativa, pues, valora en un momento determinado del proceso formativo el avance de mis estudiantes. Y entonces yo le voy a brindar este apoyo para que mejore su desempeño, es decir, la retroalimentación. Y entonces, esta evaluación formativa está subsumida en la propia planificación o planeación didáctica, ¿no? Y esta tiene es algo vivo porque yo la puedo modificar para que responda a las necesidades de mis estudiantes. Es algo que yo puedo en el camino modificar. Y para ello me puedo hacer uso de la evaluación diagnóstica. Es decir, establecer esta línea base, pues a punto de partida común para que mis estrategias de intervención pues sean efectivas, ¿no? Lo puedo usar al inicio del ciclo escolar o de una situación problemática, de una situación, de una secuencia didáctica. ¿Y por qué es importante tener esta línea base? Pues porque lo vimos en el ejemplo del chanchito o del marranito. Si yo no pongo a todos mis estudiantes en la misma idea de que vamos a trabajar con un organismo que se llama cochinilla o que se llama marranito, pues imagínense, si Yair o yo les digo, vamos a hablar, esta clase se va a tratar sobre las cochinillas, y yo no me tomé la gentileza de saber qué es lo que entiende por cochinilla, y entonces él va a estar pensando, va a hablar de cerdos, y a lo mejor, híjole, cómo me quería ahorita una carnita asada, una carne asada, no, pues bien sabroso. Y entonces empiezo a divagar y ya me perdió el docente, porque no tuvo la gentileza de ponernos a todos en esa misma línea base. Y para eso sirve la evaluación diagnóstica. Otro punto importante, pues usted lo sabe, la autoevaluación. Es decir, que el propio estudiante se vuelva responsable de regular sus propios procesos para que él mismo se dé cuenta de dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades, y entonces también pueda pedir ayuda al docente. Es decir, pues aquí nomás no la hago. Y entonces el estudiante, la docente podrá mediar y identificar dónde necesita más apoyo un niño o una niña, ¿no? Para que mejore su desempeño. Y tan responsable es el estudiante de su propio proceso de construcción de los conocimientos, que no solamente es él, sino es con sus pares. Y entonces la coevaluación cobra un aspecto importante porque los estudiantes en conjunto aprenden responsablemente a evaluarse sobre lo que hagan o lo que digan, ¿no? Y que tengan evidencia del desempeño. Porque luego muchos maestros dicen, bueno, tú ponte la calificación. Entonces, unos serán dicen, no, yo tengo 10, u otros serán, no, pues yo apenas saqué 6, ¿no? Entonces, que seamos congruentes y que seamos responsables de decir, bueno, yo merezco tal, ¿no? Entonces, también es algo que lo que necesitamos trabajar. Y bueno, la evaluación sumativa, usted sabe, pues es ese juicio de valor, ese número o esa letra que está asentada en un documento, en una cartilla, en una boleta, ¿no? Que al finalizar un ciclo escolar o un bloque o un módulo, entonces me diga o que le diga a alguien, pues este estudiante tiene un 8. ¿Qué significa ese 8? ¿No? O ese 9 o ese 10. Si realmente merece el 10 o lo que aprendió es equivalente a ese 10, ¿no? Y entonces la evaluación formativa y las sumativas la podemos
a equiparar a una comida. Por ejemplo, usted invita a sus amigos, a sus amistades a una comida. Y entonces, en el proceso de usted va a preparar los alimentos, y en el proceso en el que está preparando los alimentos, usted puede rectificar la sazón. Es decir, le falta sal, le falta pimienta, le voy a poner un poco más de papas, o etcétera. Usted puede ir corrigiendo en el camino el guiso que usted esté preparando. Porque ya cuando sus comensales llegan y se sientan a la mesa, ahí ya usted ya no puede hacer absolutamente nada. Prueban la comida y entonces usted estará a disposición del dictamen que ellos o ellas hagan sobre lo que usted hizo. Entonces, el proceso de preparación, de corrección en el camino, de ajuste en el camino en el que prepara la comida, es similar a la evaluación formativa. Entonces, algo dinámico, algo que va cambiando a lo largo del trayecto formativo del estudiante del ciclo escolar. Y la sumativa es ya el juicio sobre el que su comensal dice, sí, está muy sabroso, o le hizo falta sal, o lo que sea. Entonces ahí, porque usted ya no puede hacer nada, porque ya es el número, la letra que puso. Entonces, más o menos un símil entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Todo esto que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, pues es teoría, ya vimos algunos ejemplos, pero ¿cómo mirarlo en la práctica concreta, ¿no? ¿Cómo visibilizar todo esto que hemos hablado en algo concreto? Porque usted me podría decir, pues sí, es bien interesante, sí, estoy de acuerdo, pues no hay manera de no estar de acuerdo con usted, está muy bien, pero ¿cómo lo gestiono en la clase? ¿Es posible hacerlo en la clase? Entonces, vamos a ver un video de una clase y de cómo se gestiona una clase indagatoria donde la evaluación formativa está presente. Y entonces lo que yo le voy a pedir es que mire este video con esos dos ojos. Cómo la indagación está presente en esta clase, y la evaluación, cómo la lleva a cabo el profesor. Es una clase de una escuela pública de París, porque la metodología de indagación tiene origen en Francia. Han trabajado mucho en esto, han trabajado mucho con sus docentes, y el resultado es esta clase que le voy a poner y ahorita la comentamos. Entonces, nada más me dice si la puede ver y oír, por favor. Ahí va, ahí va. Pues creo que no va, ¿verdad? No, Jorge. Ahí va. No, espérame, déjame abrirla. La tecnología es una maravilla, pero cuando falla, nos pone en problemas. Pero ahorita ahorita lo vemos, Aquí está. Ahí va. Me dice si lo ve y lo escucha, por favor. Sí se ve, pero no se está escuchando nada. Yo creo que tendrías que darle. Está cargando. Ok. Espera que está cargando. Ok, ok. Ce matin, une expérience scientifique vous a été proposée, d'accord? Qu'on a appelée situation 1. Est-ce que quelqu'un dans la classe peut nous rappeler en quelques mots quelle était cette situation, ce que vous avez observé, constaté, et les hypothèses émises par rapport à cette situation? Tu vas essayer, Alexis? Oui. Ah, oui. Allez. Ce matin, on a fait une expérience
On a pris une bougie, un briquet et un récipient, un contenant. Et on a observé qu'on a allumé la bougie. Après, on a mis le contenant au-dessus de la bougie, à l'envers. Et la bougie s'est éteinte en quelques instants. Quelqu'un d'autre veut passer après au constat, ce qu'on a noté? Oui, Charlotte, tu prends le relais? Merci, Alice, bravo pour les efforts, c'est très bien. Alors, ce matin, on a aussi aimé poser des questions ou trouver des hypothèses. Pourquoi? Quelle réaction aurait la flamme avec un contenant plus grand et en combien de temps s'éteindrait-elle? Première question, donc après on va valider plus tard. On va valider. Voilà. Quelqu'un veut prendre le relais peut-être? Non? Allez Daniel, vas-y, très bien, voilà. Cette séance qui se déroule dans une classe de CM2 établit un lien entre les sciences et les mathématiques par l'utilisation faite de données recueillies lors d'une expérience. Alors, on s'est posé beaucoup de questions. Alors maintenant, vous allez vous lever, je vous propose une situation numéro 2. Que va-t-il se passer si je change donc de contenant? Oui? La bougie va s'éteindre plus lentement parce que déjà, c'est vrai qu'elle est toujours plus alimentée, mais elle a quand même une plus grande place, donc elle peut plus prendre d'air avant de complètement être à bout de souffle. Par exemple, autre hypothèse, on y va, hein, de toutes les questions possibles. Oui, Willy? Que il y a tellement plus d'air que dans le petit récipient. Dans le petit contenant que la durée de la bougie va durer plus longtemps. Comment on va vérifier ça? Avec quels outils? Avec quels moyens? Comment on va s'y prendre? Et moi, ce que je vous propose, c'est maintenant, dans chaque groupe, vous réfléchissez, comment on va s'y prendre. D'accord? Comment on peut prouver ça? Comment on peut faire la démonstration? Et puis après, eh bien, ensemble, eh bien, on va vérifier si ça fonctionne. D'accord? On réfléchit? Prouver. D'accord? Oui. Alors on va allumer la bougie et on va la faire, on va la retourner un contenant pour éteindre la bougie. On va mesurer le temps que met la bougie à s'éteindre et ensuite on va voir lequel contenant a le plus d'air. Bon, par exemple? Hypothèse 1. Vu que le contenant est plus grand, la bougie peut s'alimenter plus longtemps car il y a plus d'oxygène. Hypothèse 2. La bougie fera une grande flamme dans le contenant. Si on veut là prouver quelque chose, comment on va s'y prendre? Ou autrement dit, qu'est-ce que ça met en relation là dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui est important? Ce qui semble important? Certains l'ont trouvé d'ailleurs. De quoi parle-t-on dans cette phrase-là? Oui? De la flamme. Alors, donc de quelle notion? De la réaction de la flamme, enfin comment ça va se passer, comment la flamme va Oui, évoluer. d'accord. Le temps et... Donc là, il y a peut-être une question de temps, hein, c'est peut-être ça qui va bouger. Et puis, l'alimentation de la flamme, d'oxygène, enfin l'alimentation. donc là, l'hypothèse, c'est certainement que plus le bocal va être grand, plus... D'accord. C'est bien ça, hein? On peut tout d'abord chronométrer la bougie d'un plus petit récipient et chronométrer la bougie d'un plus grand récipient. Les bougies qui sont à la même hauteur de nez. Pour savoir si le gros, il y a la même distance, enfin il y a la même quantité d'oxygène dans les deux ou pas. Parce que... Est-ce qu'on pourrait pas commencer par mesurer peut-être déjà le temps que met la bougie? Oui, Voilà, c'est bien ce que vous avez dit, en fonction de la taille du récipient. D'accord? Alors attends, on va faire un petit tableau rapide. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré Le temps. le temps. Avec quelle unité? Le temps en quoi? En secondes, hein? Temps. En seconde. Temps. S'il n'y a pas de... Allez, vous êtes prêts? Oui. De toute façon, c'est seulement quand je mets le... On va la laisser. Bon. 1, 2, 3. Laisse passer les 30. Toujours le top? Le départ, top de fin? Oui. Allons-y. Top.
peux lâcher. C'est bon, oui. Ouais, moi aussi, ça me... Là. Alexis pile. Mais il n'y a personne qui a dit stop. Pile. Il y a personne qui a On dit n'a stop. pas vu la fumée. Si, je l'ai vu. 34, 6. 06 ou 6 Ah, 06, d'accord. Et toi 34 et 33. Ah oui, donc toi, c'est plus près de... 34, moi j'ai 35. On l'arrondit à 34. De toute façon, il faut bien faire un choix. Et le dernier Alors, Pour le dernier, il en faut. tiens, Damien. Pour le dernier. Parce que, attention. Top. Oui, celui-là, ça va pas. Non, c'est bon. Tu vois, Marius, là Oh, c'est bon, je vois. Top. Oui. Top, exactement, même temps qu'il a appuyé. 99. Donc presque 44. 43, 64. On prend un 44. Oui, 43, 78. Maintenant, on a bien montré que plus le contenant est grand, Plus ça met du temps à... d'accord. Alors, le temps, on l'a mesuré, donc on a été précis. Maintenant qu'on dit plus le contenant est grand, cette notion-là, est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est précise, cette notion-là? non. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, peut-être? Leur taille, Alors. mesurer leur taille. Alors comment mesurer, là? Comment on s'y prend? Avec une Oui. rame. Je me souviens plus si c'est le rayon ou le diamètre pour... Le rayon. Pour la... Oui. Mais qu'est-ce que tu veux mesurer, là, donc? on mesure Mais- sur la hauteur et puis... La... On fait... Oui, mais mesure, est-ce qu'on sait faire ça? Ah oui, non. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser dans tous nos outils, ce qu'on sait, dans nos connaissances, pour mesurer les différentes tailles, entre guillemets, hein, de ces contenants? Avec un bécher Comment ça, avec un bécher? on met de l'eau dedans jusqu'à Oui. jusqu'à ras-bord Oui. et puis après on mesure avec le Donc bécher. on mesure quoi, en fait? On mesure la contenance. On sait faire ça ou pas? Oui. Bah alors, on faisait ça? En place. Peut-être. Allez, là il y aura... Là, vous en êtes à combien pour l'instant? Là on en est à 400 plus 400 plus 400 plus 120 plus 40 D'accord. Ok. 800 1360 là on est. Là, très bien. La base est faite. Allez, je coupe de près. Oui, c'est deux, j'ai eu. Ici, là. On a la même mesure. La base est en cours. Et ici, c'est-à-dire C2, donc on vous écoute, C2, 250 millilitres. On n'a pas besoin. Oui, tout à fait. Ensuite, 130 millilitres. Ouais, 130. donc ici 1380. J'ai mis ça. Donc c'est quoi? C'est 5. C'est 5? Oui. Ouais. 570. Non. Ah bah oui, j'avais oublié plus de cas, ça fait bien 700. On se recentre un petit peu, venez moi. Regardons, si vous me permettez, un instant, le résultat du travail engagé. On a bien ici un ensemble de données, d'accord? Ok. Ici, l'évaluation du temps sur les différents contenants, et ici, de leur contenance, d'accord? Quand on observe ce tableau, est-ce qu'il n'y a pas une remarque qui vous vient à l'esprit par rapport à la question initiale? Oui, monsieur Marius. Je trouve que c'est équitable. Alors, qu'est-ce qui est équitable, là, Marius? Bah, le temps que la bougie reste dans le contenant, Et ça, selon tu- l'envergure du contenant. Oui, et si on va plus loin, quand on regarde tout le tableau, monsieur Tom? Plus la contenance est grande et plus le temps est grand aussi. Plus la taille des contenants sont grands. Comment on pourrait reformuler ça? Plus le bocal est grand, plus ça dure longtemps. Plus le temps que la flamme s'éteigne dure plus longtemps. Plus la contenance des bocaux sont grandes et plus le temps est grand. D'accord? C'est clair? Ouais. Bien. Une fois qu'on a cet ensemble de données numériques là, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Anaïs? On peut le mettre en graphique. En schématisant. Et en graphique, on sait faire ça ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
un graphique, on pourrait le faire en bas. En plus, on a. Alors, en bas, Oh non. pour la... Oui, d'accord. Soit de courbe. Oui, la courbe, elle va pas être régulière, mais elle va monter. Mais... Oui, elle va monter. Et à ton avis, elle va pas être régulière? Non, non, Ouais. non, 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 Non? non, non, à mon avis, non. Pas les mêmes boules. Non. Alors, ben, on va essayer avec un graphique ou pas? Oui, oui, oui. Là, je mesure. On a fait les graduations pour le temps. Oui. En seconde, on ne sait pas comment faire pour... Alors, on a 1380 millilitres. Si on prend 1 cm égale 100 millilitres, donc 10 cm. 1000 millilitres. Oui. Et après, donc est-ce que c'est possible ça? Oui. Donc tu sépares là, tu marques par exemple là, 100 millilitres, puis au deuxième 200, d'accord? Essaie de repérer après. Est-ce que c'est bien ou pas? D'accord? Laissez faire ça ensemble. Alors comment vous partagez tout ça? Ah oui, donc on trouve peut-être sera plus simple. S'il vous plaît, lorsqu'on observe ce graphique là, qui donne une certaine lecture de nos données numériques là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Regardez bien ça, c'est intéressant. Oui. Que c'est un graphique proportionnel? Non, un graphique non. Oui. Régulier? Oui, donc il y a effectivement, entre le temps et la contenance, il y a bien un lien, d'accord? Donc là, c'est, on peut dire à peu près. À peu près. Oui, c'est quasi linéaire, donc il y a une situation de proportionnalité, d'accord? Ok? Ma femme m'a offert un beau vase de 1000 millilitres. Et moi, je voudrais savoir si je mets une bougie, d'accord? Que je recouvre la bougie de ce vase, combien de temps, à votre avis, la bougie va mettre pour s'éteindre? Marie? Entre 30 et 40 secondes, oui, je pense. Oui. D'accord. Alors, regarde dans le tableau, comment faire pour peut-être être encore plus précis. Oui? On pourrait s'aider de la mesure du contenant 2. Comme c'est 250, on multiplie les deux mesures par 4. Et donc, ça donnerait? Ça fait 32. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon. Vous êtes d'accord? J'ai ce problème-là. 1000 millilitres, c'est bien 4 fois 250 millilitres. Oui. Donc, je divise par 4 le temps. Donc, on a fait un travail qui est à la fois précis et qui mériterait peut-être encore Peut-être une validation supplémentaire. Supplémentaire. D'accord? Ça vous va ça? Je crois que les enfants ont eu un grand plaisir d'être dans l'action, de faire les choses eux-mêmes, de manipuler, de travailler à la fois en petits groupes, en grands groupes, individuellement, de mettre en jeu toutes ces compétences qui, pour eux, va leur donner du sens. On a pu observer là, manifestement, que les enfants, certains enfants, qui sont vraiment en difficulté, ont trouvé du plaisir, ont été actifs, et ont pris même des initiatives, et ont été même parfois menés. Muy bien. Ya se me escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Hermosa actividad, sí, efectivamente es interesante y esa es la intención, ¿no? Tenemos otro video que es ya para hacer un producto ya técnico y como decía el maestro José Manuel, pues no solamente los fierros son la tecnología, vamos a ver un video sobre cómo utilizar la tecnología o los dispositivos técnicos para resolver otro problema. ¿Tienes el video, Yair, por favor? Sí, dame un segundito. Sí. Cette séance, me semble-t-il, s'inscrit dans la continuité
de ce que l'on a fait en sciences expérimentales sur le monde du vivant, avec l'analogie sur la vessie natatoire. Et puis, elle se veut aussi être transversale en technologie sur le monde construit par l'homme. Lucienne, peux-tu, s'il te plaît, nous lire cette question ? Comment fabriquer un objet poisson qui puisse flotter, couler ou se maintenir entre deux eaux? Très bien. À partir de cette question, vous allez vous réunir par îlot et vous allez débattre de vos idées pour tenter de répondre à ce défi technologique. Comment fabriquer un objet poisson qui puisse couler, flotter et se maintenir entre deux eaux? La balle est dans votre camp, à vous de réaliser cet objet. Mais comment on va construire cette bulle? Il faut qu'elle flotte dans l'eau. Voilà. Donc forcément, il faut qu'on mette quelque chose qui flotte dans l'eau. Et quand il est gonflé, il est à la surface, puis après quand on le dégonfle, il devient en profondeur. Comment on va le dégonfler? Là c'est plus dur. On n'a qu'à mettre un fil qu'on tiendra de haut, nous, sans le remonter, qu'on le tient normalement. Et puis après, à un moment, quand on dit que ça va aller en profondeur, on le lâche et ça va en profondeur. Tu veux faire rentrer l'air où? Dans la paille. Dans la paille? Tu veux faire rentrer, pourquoi faire? Quelle est votre idée? Pour que ça gonfle. Qu'est-ce qui doit gonfler? Le ballon. Notre projet poisson. Votre projet poisson. C'est une bonne idée, ça. Hein? Utiliser l'air pour que votre objet poisson puisse faire quoi? Monter. Gonfler ou monter. C'est intéressant. Essayez d'écrire un petit peu ces choses-là. Là. J'ai écrit. On va mettre un petit carré en plastique. Après, on va accrocher. Et quand on ouvre, on gonfle. Après, on referme. Tu vois? Ça, on ouvre comme ça. Après, on gonfle le ballon, on referme. Après ça, le truc, ça va flotter. Le poisson va flotter. Donc là, il y aura le carré. On va mettre la paille ici. Donc, pour qu'il se... Attends, là il y a une bouteille, là comme ça, il y a une bouteille. Ouais. D'abord on fait pas un trou. D'abord ici tu fais une paille comme ça. Elle est en train, c'est que tu travailles avec elle. Après au milieu il y aura un trou où l'eau elle va, où quand on va souffler, l'air elle va aller directement ici. Vous avez travaillé une quinzaine de minutes sur vos idées. Je suis passé d'îlot en îlot, j'ai vu effectivement des choses très intéressantes. J'ai vu aussi des choses extrêmement compliquées. Essayez de simplifier. On récapitule. En fait, il y aura la bouteille. Ouais. Tu vas prendre le riz, tu vas la percer. Oui, on va faire un plus grand trou. On va faire un plus grand trou. Tu vas mettre le ballon ici. Et après, tu vas prendre la paille. Le ballon il sera à l'extérieur un peu. Oui, il sera un peu à l'extérieur. On va mettre la paille dans le ballon, le trou. S'il y a du ballon, pour pouvoir souffler. Comme ça, on souffle dans la paille et le ballon se gonfle. Donc ensuite, dès qu'on va lâcher, le ballon il va recouler. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Alors, est-ce que la paille va pouvoir rentrer dans ton trou? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que je prenne un autre grand. Un autre outil. Comment il s'appelle cette... Je ne vois pas très bien, c'est dur à retenir. Attention. Je le fais, arrête. Voilà. Fais rentrer la paille. Ouais. Attends, le ciseau encore. À ce moment de la journée, je n'ai vu aucun prototype qui se ressemble. Vous avez tous des prototypes différents. Vous avez des idées différentes. On va voir si elles remplissent le contrat. Je prends par exemple ce prototype qui est quasiment terminé. Si je regarde le plan, il va falloir le tester. Ah, là, il y a un petit trou. Là, vite. Je l'ai. Léna, essaye de faire les écailles d'un poisson.
À un moment donné, quand ça résiste dans la vie, il faut aller là où c'est un peu plus simple. Voilà, c'est très bien. Vas-y. C'est très bien, Fatou, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'un trou sera suffisant? Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez décidé 4? C'est très bien. Faites vos 4 alors. Mais le ruban adhésif, ça, parce que comme ça mouille, après, ça enlève un petit peu. Il faut mettre un truc plus solide. Là, quel est le problème? Vous êtes confronté à un problème? Oui, mais parce que se gonfle après. Parce que le ruban adhésif, il s'est enlevé un peu. D'accord. Mais est-ce que votre prototype coule? Oui, quand on met de l'eau, ça coule comme ça et quand... D'accord. Retrousse tes manches. Et comment vous le faites remonter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, après, on lâche le ballon. Non, on arrête. Attends, là, il y a l'eau qui est en train de rentrer. Lâche. Lâche, elle va rentrer, elle va couler. Lâche. Attends, c'est bon, là, ça commence à le faire. Ça marche? Alors, vous pouvez bien évidemment l'aider à couler. Comment vous allez l'aider à couler? Ben, vas-y, mets ta main, n'aie pas peur. Hein. Vas-y. Elle est froide peut-être. D'accord. C'est pas de l'acide, hein, ça va pas te brûler la main. Qu'est-ce que vous feriez là maintenant? On essaie de remonter. Alors j'aimerais maintenant le voir remonter. Là, je fais un trou, là. Ça marche. Attendez, il faut que ça coule aussi. 3-4 minutes et Regardez, puis il faut faire un trou dans le bouchon. le bac le plus Fais un trou dans le rempli. bouchon. Présenter votre prototype, dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au tableau, devant ce bac qui est rempli, vous avez vu, vous allez venir présenter votre prototype. J'en vois qui font un petit peu triste parce que leur prototype ne remplit pas les conditions énoncées qui étaient, Lumna, Flotter et couler. Ou se maintenir entre deux eaux. voilà. On enlève le bouchon où il y a un ballon de baudruche et on laisse la bouteille couler. Est-ce qu'elle coule? Non. Alors, elle coule pas. Regardez simplement, qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce qu'elles ont placé? Qu'est-ce que vous avez oublié pour le faire couler? Sur votre prototype, vous avez oublié quoi pour le faire couler? Des trous. Des trous. D'accord? Vas-y. Là, Comme ça. vous avez essayé de faire une Dessinateur. vessie natatoire dans la bouteille. Regardez un petit peu, c'est intéressant. Ah, là, ça se gonfle un petit peu. Alors, c'est une vessie natatoire qui n'est pas vraiment alimentée, donc il y a un problème, certainement, il faudrait soigner ce prototype de poisson. Comment tu t'es rendu compte qu'il fallait faire des trous? J'aimerais, parce que ça, c'est important. Bundo, tu écoutes, s'il te plaît. Je sais, on faisait pas des trous, ça allait pas couler. Vous l'avez expérimenté? Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire... Un trou. D'accord. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Oui. Alors, vous allez nous démontrer, vous allez nous faire une démonstration de votre prototype. Ah là 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 là, est-ce qu'il coule? Non, Et pourquoi il coule pas? il n'y a pas de trou. Eh ben oui. Vas-y, Ryan. Donc là, effectivement, le prototype, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte. Il flotte. Et regardez bien, les enfants, regardez bien, est-ce qu'il coule à nouveau? Oui. Ryan, tu vas essayer De le mettre entre deux eaux. Regardez ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il est... Il a essayé de trouver l'équilibre et en trouvant l'équilibre... Comment il a essayé de trouver l'équilibre? Avec l'air. Parfait. Il a envoyé un tout petit peu d'air. Je me rends compte que de passer du monde du vivant à la technologie n'est pas si simple pour la plupart des élèves. Quelques élèves ont su mobiliser le travail qui a été conduit sur la vessie natatoire du poisson. On a pu voir dans la réalisation des prototypes que sur au moins 2 prototypes sur les 6 qui ont été réalisés, la poche d'air était placée à l'extérieur du prototype. Tout ce qui a pu être verbalisé au tableau par chacun des îlots va nous conduire de façon certaine vers une autre séance
en vue de permettre à chacun des îlots de réaliser un prototype qui fonctionne et qui remplisse le cahier des charges. La pédagogie de l'îlot, si je peux la nommer un petit peu comme ça, conduit effectivement à inviter l'élève à, non pas à être le meilleur, mais à donner le meilleur, et finalement à être extrêmement vigilant quant aux réactions, aux réponses aux idées des uns et des autres. Si j'en prends l'analyse à chaud, encore une fois, de cette séance, j'ai relevé, il me semble, l'excellente remarque d'une élève qui, pour autant, n'est pas une élève qui est en réussite scolaire et qui a su pourtant, par sa remarque, orienter son îlot vers la réussite du prototype. Et on peut dire que cet îlot a pleinement réussi l'élaboration d'un prototype performant. Gracias, Yair. Pues como ven, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a cerrar ya esta parte. Pues creo que es evidente el papel del docente, el papel de los estudiantes a la luz de lo que vimos con Yair hace un momento, cómo es posible complementarlo, pero el cambio de papel, tanto del docente como de los estudiantes, es evidente. Entonces, el salón deja de ser un espacio en el que los niños están sin hacer ruido y el docente se le queda la cátedra. Aquí es claro que no. O sea, es, como lo decía Yair, debe cambiar el papel de docente y del estudiante. El profesor hace un seguimiento de sus estudiantes, qué funciona, qué no, les da algunos detalles sobre cómo superar alguna problemática, es decir, está haciendo la evaluación formativa a lo largo de la clase, ¿no? Y a lo largo de las clases, porque esto es un pedacito de toda una sesión que lleva el profesor. Y como ven, la parte de la técnica ahí está implícita, no son dispositivos de tecnologías, pero hay aspectos de la técnica ahí en ese objeto PES. Y bueno, pues con esta parte creo que terminamos, y de mi parte pues es todo, y solo agradezco el tiempo que nos dedicaron y estamos a sus órdenes. Ahorita dejamos nuestros correos electrónicos por cualquier comentario que quieran hacer. Entonces, pues le dejo el micrófono a Yair o a Romina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Fue un placer estar con ustedes. Estarlos escuchando y leyendo siempre es enriquecedor para este tipo de talleres. Nos hace mejorar o cambiar algunas cosas que consideremos importante, y siempre conocer el contexto que ustedes manejan y la importancia de este, y sobre todo que estos recursos los hagan suyos y los adapten y los puedan compartir con otros docentes, es muy valioso también para nosotros. Esto es solo una pequeña muestra de lo que se hace. Entonces quedamos atentos a sus dudas. Ahorita les dejamos nuestros correos, y finalmente pues le agradezco a Jorge que nos acompañó, y Romina, nuestra compañera, va a dar las últimas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jorge y Yair, por esta jornada de trabajo que me quedé un buen rato viéndolos y fue sin duda enriquecedora. Muchas gracias a todos los docentes que nos pudieron acompañar. Nuevamente les recuerdo que se registren en la lista de asistencia en las ligas que se les colocó hace un momento. Lo voy a colocar por última vez para que todos tengamos bien presente que necesitamos registrarnos ahí, con la finalidad de que les hagan llegar su constancia de participación. Si no se registran en esta liga, no vamos a tener manera de saber su nombre completo y a quién hacerle llegar. Así que muchísimas gracias a nombre de Innovec, a nombre de la Fundación Siemens Stiftung, a nombre de el proyecto Caring Hands, y esperamos pronto volvernos a encontrar en alguna otra jornada para poder tener otro tiempo de trabajo con ustedes y compartir experiencias enriquecedoras. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.